Les salons de conversation, bonjour à tous. Ah oui, ce n'est pas un entretien des patriotes. Quelle est la différence? Un salon de conversation est normalement réservé à ceux qui financent cette chaîne. C'est en quelque sorte leur privilège. Eh bien aujourd'hui, j'ouvre ce salon de conversation, d'abord pour le présenter, et puis parce que j'ai estimé que le sujet était d'importance et que toute la communauté devait bénéficier de ce travail. Par ailleurs, cette vidéo n'est pas rémunérée parce que les annonceurs, la publicité, ne veulent pas être mêlés à ce genre de sujet. Si vous estimez que ce travail mérite une récompense, vous le savez, vous avez les merci rémunérateurs. Merci à tous, mais revenons à l'objet de cette vidéo. Un interview de Zoé Sagan, de son vrai nom dans la vie Aurélien Poisson-Atlan, qui répondait aux questions d'Éric Morillo dans Les Inrecuptibles. Enfin, c'était peut-être très rock'n'roll l'interview, mais ce ne sont pas les Inrecuptibles, mais les Incorrectibles d'Éric Morillo. Je reprends. Selon Zoé Sagan, dans un avion rempli de farine, le jeune Macron aurait fait connaissance de manière très intime de Pierre Berger. Et vous me demandez ce que j'en pense. Si cette affirmation de Zoé Sagan est crédible, eh bien c'est ce que nous allons voir. Le titre de ma vidéo, Prédateur sexuel et politique, l'enquête impossible. En effet, lorsqu'un cinéaste, un journaliste s'intéresse à cette question, il est tout de suite qualifié de complotiste. Il alimente le discours contre les élites. Exemple avec Tristan Mendès France, fact-checker. Et Canal+, qui va diffuser Sound of Freedom demain soir. Zéro éthique éditoriale. Tristan Mendès France, allergique aux films et documentaires qui dénoncent la pédocriminalité. Il faudra qu'on se demande pourquoi certaines personnes, comme Tristan, ont un problème avec les docus ou films qui abordent la pédocriminalité. Et oui, pourquoi? Est-ce que ces journalistes de gauche ont une mauvaise conscience sur ce sujet? Est-ce que dans les rédactions, on fait en sorte de protéger des personnes très très puissantes, une omerta en quelque sorte, parce que la pédocriminalité se développe dans le monde à grande vitesse. Article du Figaro, daté du 9 septembre. C'est un phénomène qui a explosé depuis les confinements. Les agressions d'enfants réalisées en direct sur Internet par des familles pauvres pour des commanditaires européens. La vidéo dans ma description. Car ces journalistes aux ordres, lorsqu'ils traitent ces questions d'agression sexuelle ou de pédocriminalité, il faut qu'il y ait quelques prérequis. Le premier prérequis, il faut que cela se passe dans la France périphérique et que les principaux accusés soient français. Libération, elle s'appelle Gisèle Pelicot et comme celui de 1972, ce procès déborde la question du droit pour interroger plus largement le comportement des hommes. Pour nous toutes, l'enjeu de ce procès se trouve hors les murs. Allez, on y revient avec ces féministes. Tous les hommes sont des violeurs. Elles ne peuvent pas s'empêcher de jeter l'opprobre, comme disait une ministre macroniste, plus exactement l'opprobre sur la gente masculine qui se comporte, elle, courtoisement et noblement. Il faudrait peut-être que toutes ces féministes prennent quelques comprimés de pas d'amalgame. Et comme toujours avec cette presse de gauche, ce sont les faits qui se font violer par leur idéologie. Petit rappel. Le Parisien, un homme de 69 ans, est mis en examen à Avignon pour le viol de son épouse qu'il droguait et offrait à des inconnus. Ma femme était raciste, moi non, j'ai fait venir un black, un arabe. La voir avec son contraire, ça m'excitait encore plus. Affaire des viols de Mazan, la presse évite désormais de le mentionner, mais le mari avait fait part de ses motivations antiracistes dans le choix de certains violeurs. Et le profil du mari ressemble davantage à Fourniret qu'à un homme ordinaire. Viol et meurtre de Sophie Narme en 1991, tentative de viol en 1999, agression sexuelle en 2010. Non, nous n'avons pas un homme ordinaire avec Dominique Pellicot. Il est davantage Fourniret que l'homme de la rue. Quant aux 70 hommes qui ont participé, entre guillemets, à ce libertinage, selon les mots de la défense, ils sont les parfaits héritiers de cette gauche dépravée.
Libertinage? Vous trouvez le terme trop faible? Eh bien, vous avez tort. Relisez Molière et Laclos. Le libertin est non seulement un pervers sexuel, mais c'est surtout un méchant homme qui jouit de la souffrance d'autrui. C'est la gauche, dans les années 60-70, par une forme d'inversion des valeurs, elle qui avait élevé un culte au marquis de Sade, qui a rendu ce terme, dans leur monde, positif. Et oui, et il ne faut pas oublier que cette génération de 68 arts est aujourd'hui aux commandes de l'État, dans la politique ou dans la presse. Petit retour en arrière avec Luc Ferry. Luc Ferry, Pensée 68 et pédophilie. On a oublié que la Pensée 68 était globalement favorable à la pédérastie. Dans son sens étymologique, donc pédéraste, c'est celui qui aime les enfants. Qu'elle a prouvé les délires de René Scherer ou de Guy Hockenheim qui publie en 1976 Cohir. Je comprends bien que les anciens 68 arts tentent aujourd'hui de dédouaner mai 68 des dérives incestueuses et pédophiles dont l'actualité de ces derniers jours est hélas remplie. Reste que la vérité historique oblige à dire que c'est bien, malgré tout, dans le sillage du joyeux mois de mai et avec la bénédiction des autorités philosophiques les plus représentatives du gauchisme culturel de l'époque, que la pédophilie reçut les lettres de noblesse qu'elle avait perdues depuis Platon. Et donc ces 68 arts, ces héritiers de Mao et du marquis de Sade, voulurent bien évidemment dépénaliser la pédophilie. Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture Jacques Lang, avait signé un texte en 1977 dans Libération qui défendait 3 personnes accusées de pédophilie et revendiquait un consentement possible pour les mineurs de 13 ans. Sacré Jacques Lang, il ose tout. Ce sont des conneries, on reviendra sur son cas dans un instant, mais les faits sont têtus. Dans ces milieux de gauche, c'est un peu comme au fond des abysses, c'est le monde du silence, et on fait en sorte de protéger tous les leaders. Tout le monde savait, mais personne ne disait jamais rien. Comme avec Dominique Strauss-Kahn. Il a fallu que DSK se comporte à l'étranger comme il s'est comporté pendant des années en France pour qu'il soit arrêté. Et ce qu'il y a de fascinant dans ce monde des journalistes et de la gauche, c'est que vous avez le cœur de ceux qui se sont tus pendant des années, mais qui retrouvent miraculeusement la parole et qui nous expliquent « Mais tout le monde le savait !» Tu m'étonnes, John. Pour DSK, Tristan Banon avait témoigné qu'elle avait été agressée par DSK. La presse de gauche avait minimisé l'affaire, voire avait qualifié Tristan Banon de personnage, comment dirais-je, peu crédible. Oui, tout le monde savait. Et pour toutes les affaires de harcèlement, tout le monde savait. Hulot accusé d'agression sexuelle. Je ne suis pas tombé des nues, mais je n'ai eu aucun signal, assure Cécile Duflot. Tout le monde le savait. Jean-Vincent Placé, mis en examen pour agression sexuelle sur une seconde femme. Là encore, tout le monde le savait. Que Vincent avait des gestes très déplacés avec les femmes. Mais chez ces féministes, chez ces journalistes, chez ces hommes politiques, c'est la lâcheté ou l'intérêt qui prédomine. Et c'est la même histoire avec Gérard Miller, le gourou de la gauche. Les médias sont absents pour Gérard Miller. Tiens, c'est vraiment étonnant. Aucun journaliste de France Inter, de France Télé, de Libération, de France Info, ni même Léa Salamé, ne font le parallèle entre le mode opératoire de Gérard Miller et celui du mari de Gisèle Pellicot. En effet, tous les deux violaient leurs patientes, l'un sous hypnose et l'autre sous Temesta. Et vous constatez les 2 poids 2 mesures. L'affaire Pellicot permet à ces journalistes de l'Aberration de vomir sur la France périphérique, parce que, selon eux, elle vote Rassemblement national. Tandis que l'affaire Miller obligerait ces plumitifs à reconnaître l'ampleur du phénomène de la perversion dans la gauche. Et cela interroge. Pourquoi une telle ampleur ? Génération de 68 arts ? Certainement, nous l'avons vu. Mais il y a également autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas une aubaine pour Emmanuel Macron de recaser tous ces 68 arts pervers ? Un intérêt politique ? Acheter leur fidélité, par exemple. Car en effet, la Macronie est une machine à recycler les pervers. Je dirais même que ces pervers en sont le fondement de la Macronie, sans faire de mauvais jeu de mots. Premier exemple, Jean-Marc Borrello. Vous ne le connaissez pas bien, c'est l'ami du président de la République. Cet apparatchik PS est l'un des fondateurs du mouvement En Marche avec McKinsey. En octobre 2016,
Borrello devient délégué national d'En Marche, mouvement présidé par Macron, dont il a été l'enseignant lorsque celui-ci était étudiant à Sciences Po et qu'il a préparé le concours d'entrée de l'ENA. Il est membre de la commission d'investiture du mouvement pour les élections législatives. En décembre 2017, il intègre le bureau exécutif de La République En Marche. Il est président de la commission nationale d'investiture du parti pour les élections européennes de 2019 et membre de la commission nationale d'investiture du parti pour les élections municipales de 2020. En septembre 2020, il succède à Pierre Persson comme délégué général adjoint du parti au tandem avec Marie Guévenoux. C'est donc un rouage essentiel dans la grosse machinerie Macron. Mais pourquoi une telle discrétion, Jean-Marc Borrello? Vous vous en doutez, j'avais écrit un article il y a quelques années sur ce personnage. Quand on a le CV de l'anti-Zemmour Borrello, on ferme sa gueule. Pour bien comprendre le titre de mon article, un poil offensif. Il faut savoir que Jean-Marc Borrello, l'homme de l'ombre, était apparu sous les Lumières le temps d'un meeting macroniste. Après mon article, il est vite reparti se cacher. Qu'y avait-il à l'intérieur? Le Monde et Libération ont recueilli de nombreux témoignages d'hommes qui décrivent le comportement du président fondateur de SOS à la tête d'un groupe qui pèse plus d'1 milliard d'euros. Le président fondateur du groupe SOS, ouvertement gay et proche de Macron, Jean-Marc Borrello, est au cœur de la tourmente. En cause, la publication à quelques semaines d'intervalle dans Le Monde puis dans Libération de 2 articles faisant état d'attouchements, de baisers non consentis et autres comportements à caractère sexuel. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, parce qu'il y a de nombreux témoignages accusant Borrello lorsqu'il était professeur à Sciences Po. Et lorsqu'on parle de Macronie, on parle forcément de poudre. En 1999, Jean-Marc Borrello est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir facilité l'usage illicite de stupéfiants en laissant se dérouler et prospérer dans les établissements dont il avait la responsabilité, après une saisie d'ecstasy sur un client du Palace, établissement appartenant au groupe Régine, dont il est alors le PDG. Jean-Marc Borrello est dans les années 90 administrateur de l'Institut des Tournelles, association de protection de l'enfance. Alors que le directeur de l'Institut est soupçonné de viol sur un mineur, Jean-Marc Borrello le défend à la barre. Convaincu de l'impossibilité d'histoire de pédophilie dans cette institution, le directeur sera condamné à 12 ans de prison en 2004. Voilà le pédigré de Borrello. Borrello, comme je vous l'ai dit, a également été professeur de Macron à Sciences Po. Nous ne rêvons pas, malgré son pédigré écœurant, cette prestigieuse école, autrefois, a recruté un gérant de boîte de nuit condamné pour trafic de stupéfiants, harceleur notoire et défenseur d'un pédophile. Qui était le dirigeant de cette institution? Richard Descoings. Ah, combien de fois a-t-il été accusé de harcèlement sexuel sur ses étudiants mâles? Comme Borrello, Descoings est un gay harceleur. Ces 2 hommes ne pouvaient qu'avoir des affinités naturelles entre eux. Si Descoings n'était pas mort le cul en l'air dans un hôtel de New York, véridique, après des jeux sadomaso avec 2 prostituées mâles, défoncées, si je peux me permettre, aux stupéfiants, il siégerait aujourd'hui dans les congrès de la REM, assis à côté de son ami Borrello, Descoings, le directeur d'une grande école, drogué du matin jusqu'au soir. Les interviews télévisées le montrent complètement camé, titubant, l'élocution pâteuse et articulant difficilement des phrases sans queue ni tête. On imagine aisément qu'il compléterait le tableau des monstres de ce gouvernement. Il serait ministre ou Dieu sait quoi dans l'organisation de la Macronie entre Castaner, Schiappa, Véran et Sibeth Ndiaye. Ah, Richard Descoings. Vous imaginez que le système a mis à la tête de l'école qui est censée former les futurs politiciens de la nation un dépravé notoire, un drogué? C'était, paraît-il, pour former la jeunesse. Vous avez compris, c'est pour déformer la jeunesse. Quand Richard Descoings harcelait trop un jeune garçon et que les parents de ce dernier venaient se plaindre, qui prenait sa belle plume pour défendre son Richard Descoings? Olivier Duhamel, qui était président du conseil de surveillance de Sciences Po. Vous vous rappelez de l'affaire? Olivier Duhamel a reconnu l'inceste, autrement dit le viol, infligé à Victor Kouchner. Victor Kouchner est le fils de Bernard Kouchner et d'Evelyne Pizier, qui était devenue la compagne d'Olivier Duhamel. Le politologue, qui a démissionné en janvier de toutes ses fonctions,
a été entendu mardi en audition libre. Les faits étant prescrits, il ne risque pas la cour d'assises à ce stade. Voilà, nous sommes dans le gang de Sciences Po, car Olivier Duhamel était un des hommes les plus influents du Parti socialiste et de Paris. Président du Club Le Siècle, président de Sciences Po, journaliste et éditorialiste sur LCI, et puis c'est un grand universitaire au niveau du droit. Il est un des membres fondateurs d'En Marche et surtout un des principaux soutiens d'Emmanuel Macron. On se rappelle ses ouvrages de courtisans, Laurent Bigorgne, Olivier Duhamel, Macron et En même temps. C'est Camille Kouchner qui a dénoncé le pervers Olivier Duhamel. C'est la sœur de Victor Kouchner. C'est donc la fille de Bernard Kouchner et d'Evelyne Pizier dans un livre, La Familia Grande. Quand le livre est sorti, toute la gauche a attaqué Camille Kouchner. Et puis il y en avait d'autres qui disaient « mais tout le monde le savait ». Et que lit-on dans cette confession de Camille Kouchner ? Le phalanstère de Sanary-sur-Mer. Chaque été, Olivier Duhamel recevait dans sa propriété de Sanary-sur-Mer, Var, des membres de sa famille et des personnalités de l'intelligentsia française. Oui, tout le monde savait qui était Olivier Duhamel. Selon les révélations faites par Camille Kouchner, la villa de Sanary regroupait des parents hilars et des enfants fous de liberté. L'autrice compare l'endroit à un phalanstère où certains des parents et enfants s'embrassent sur la bouche, tandis que les jeunes sont offerts aux femmes plus âgées ou bien miment devant les parents des scènes de sexe. Camille Kouchner insinue également que sa tante, la sœur de sa mère, Marie-France Pizier, que vous voyez à côté de Jean-Paul Belmondo dans L'As des As, aurait voulu dénoncer Olivier Duhamel à la police pour le viol de son neveu. Elle n'a jamais eu le temps de le faire. Le 24 avril 2011, le corps sans vie de l'actrice Marie-France Pizier est retrouvé immergé dans la piscine de sa villa, dans le Var. C'est son mari, l'homme d'affaires Thierry Fonck-Brentano, qui découvre son cadavre, coincé au fond de l'eau par des chaises en fer forgées. Accident, meurtre, les hypothèses sont écartées une à une. Au fil de l'enquête, une autre piste émerge, le suicide. L'actrice aurait-elle pu mettre fin à ses jours ? Après 18 mois d'investigation, les enquêteurs retiennent ce scénario, malgré le manque de preuves qui confirment formellement cette piste. Un scénario que l'entourage de la victime peine à croire. Eux en sont convaincus. Marie-France ne se serait jamais donné la mort. Cet article ressemble à un sketch des Inconnus. La police n'écarte pas la thèse de l'accident, mais tous les regards se tournent bien évidemment vers Olivier Duhamel. Et Olivier Duhamel avait, comment dirais-je, le chic pour choisir la personne avec laquelle il allait écrire ses livres. Cohn-Bendit et Olivier Duhamel, c'est presque un aveu de culpabilité. Pour ceux qui auraient oublié les déclarations de Cohn-Bendit, il y a une vidéo dans ma description. Et on se rappelle également que Cohn-Bendit fut un des piliers de la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Le monde est petit, n'est-ce pas ? Il y a un instant, je vous ai présenté cette couverture, Laurent Bigorgne et Olivier Duhamel. Mais qui est ce Laurent Bigorgne ? Laurent Bigorgne, ex-directeur de l'Institut Montaigne, condamné à 12 mois de prison avec sursis pour avoir drogué son ancienne belle-sœur. Pour la violer, vous vous en doutez. Et ce n'était pas n'importe qui, ce Laurent Bigorgne. C'était un personnage très important, une pièce maîtresse dans le jeu d'Emmanuel Macron. Car Laurent Bigorgne présidait le très libéral think tank Institut Montaigne, qui regroupe les chefs d'entreprise, les journalistes libéraux, et comme les autres, un pervers. Allez, on termine par peut-être la personnalité de l'ombre la plus importante. Emmanuel Macron reçoit le soutien de Pierre Berger. J'assiste avec tristesse à la décrépitude du PS. À la fin du PS, a également indiqué le mécène et patron de presse qui prédit une scission. Nous sommes évidemment pendant la campagne électorale de 2016-2017. Après Bernard Kouchner et Alain Minc, Emmanuel Macron obtient un nouveau soutien. Le mécène Pierre Berger, milliardaire, copropriétaire du journal L'Immonde, très introduit, si je puis me permettre, à la LGBT, a indiqué lundi sur Twitter qu'il apporte son soutien sans la moindre restriction à Emmanuel Macron pour être le président qui nous conduira vers une social-démocratie. Ce socialiste milliardaire, très influent patron de presse, est accusé comme les autres
Pédophilie au Maroc, les révélations choc d'un ex-amant de Pierre Berger, d'Yves Saint-Laurent. Fabrice Thomas affirme dans un livre nauséeux. Je vous évite la lecture, c'est vraiment nauséeux. Avoir été témoin d'un acte illégal dans la villa du couple, à Marrakech. Une scène qui n'avait pas choqué le couturier à l'époque. Et je pourrais, comme cela, continuer des heures et des heures avec d'autres personnages. Mais vous remarquez que tous ces hommes sont au poste de commande, partis politiques, patrons de presse, éditorialistes à la télévision, chefs de réseau, de clubs, ils dirigeaient même Sciences Po, et qu'ils semblaient tous unis par un point commun, quelque chose. Oui, est-ce que les journalistes peuvent travailler sur ces points communs ou sur ce quelque chose? Mais n'est-ce pas l'enquête impossible pour tous ces journalistes de gauche? Quant aux héritiers de tous ces 68 arts, ils sont partout. Dans un entretien de l'E-Monde, le directeur artistique des Jeux Olympiques, Thomas Joly, revendique la dimension politique de ses choix de mise en scène et reconnaît que les questionnements de genre étaient partout dans ces cérémonies. Contre, bien évidemment, la charte olympique. Quant à la mairie de Paris, c'est le Barnum à tous les coins de rue. Aujourd'hui, c'était la fête des associations à la mairie de Paris-Centre. Élégante, familiale, exigeante, la classe. C'est indéniable. Et ces gauchistes, toujours dans leur héritage, ne s'attaquent pas qu'aux étudiants de Sciences Po, mais également à l'innocence de nos enfants. L'éducation sexuelle des enfants à l'école. Sophie Audugé, SOS Éducation. On parle à des enfants prépubères de masturbation, de fellation, de sodomie, d'aller se regarder le sexe à la maison. On leur parle d'informations qu'ils ne sont pas capables de recevoir. Voilà, la boucle est bouclée. Qui pourra s'attaquer à ces associations émanations de 68, à ces puissants pervers qui soutiennent les défis d'Emmanuel Macron? Oui, l'enquête semble impossible dans cette tyrannie progressiste. Quant à Zoé qui affirme certaines choses, j'ai envie de dire c'est très intéressant, mais comme on ne peut pas les prouver, je laisse de côté. On a suffisamment d'éléments pour ne pas se perdre dans l'imagination. J'espère que vous avez apprécié ce salon de conversation. Je vous souhaite un excellent lundi. À bientôt. Au revoir.